Bonsoir, Mathieu Cornec. C'était pour vous demander votre avis sur un débat de société, parce que vous parlez de problèmes culturels. Parce que là, on a regardé le transfert de technologie en fait, de l'université, le monde académique vers l'entreprise, puis aussi la question du transfert de l'entreprise vers le reste de la société, que d'aucuns appellent consommateurs ou patients. Donc il y a un débat de société, quand vous parliez de médicaments, je crois, dans le domaine du VIH, quand on sait que deux tiers des malades se trouvent en Afrique, il y a la question de l'accès aux soins. Donc il y a aussi un débat de société, je ne sais pas si c'est un problème culturel, en tout cas il y a un débat sur est-ce que le modèle que vous présentez en termes de brevet ou de licence, est-ce que ça permet aussi à la fin aux patients d'y avoir accès, parce qu'on sait que les entreprises cherchent à maximiser un profit, et puis des fois il peut y avoir des points de friction entre utilité collective et maximiser le profit. Donc quel était votre avis sur cette question-là en termes d'impact sociétal ? Moi, je peux répondre à cette question. Premièrement, une entreprise, c'est hyper simple, c'est même dans la loi, c'est censé gagner de l'argent. S'ils ne gagnent pas de l'argent, c'est même illégal. Elles ne peuvent pas continuer à accumuler des pertes, nonobstant les boîtes de biotech qui en perdent pendant un certain temps. Mais elles sont censées gagner de l'argent. En revanche, il y a certains organismes de transfert de technologie, et j'en connais, pas particulièrement en France, mais en Allemagne ou aux États-Unis, qui eux-mêmes ont des obligations ou se fixent en faire certaines règles d'accès, par exemple dans le domaine de l'agriculture, de façon à ce que cette agriculture ou toutes les innovations qui se font avec leur technologie puissent être ouvertes de façon assez large à des pays en voie de développement et qu'elles ne soient pas bloquées là-dessus. Pour certaines applications, en particulier dans le VIH, par exemple, il y a certains organismes aussi qui, aux États-Unis, il y a le George Institute, etc., qui veulent aussi promouvoir la technologie dans les pays émergents ou les pays où il y a effectivement une assez forte prévalence du VIH sans pouvoir avoir accès aux soins. Donc ce genre de choses existe. Il suffit dans les organismes de valorisation de fixer certaines règles d'application, et c'est dans le contrat que ça se met, pour pouvoir laisser ce type de technologie atteindre certains marchés. Maintenant, la société peut accepter ou ne pas accepter de prendre ce type de licence. Si elle est absolument indispensable, eh ben, c'est un passage obligé. L'ennui, c'est que c'est rarement totalement indispensable et que des brevets bloquants ultra forts sont jamais possibles. Tandis que l'objectif fondamental d'une société, c'est vraiment de gagner de l'argent, et de cette façon-là, il faut pouvoir trouver les choses. Mais ce n'est pas dans l'objectif de société de la fonder de pouvoir apporter effectivement de façon gratuite et ouverte des innovations en fait parce qu'il y a des investisseurs, on en a parlé avant, il faut pouvoir faire un retour pour les investisseurs. C'est des gens qui sont relativement agressifs, et ça ne marche pas sans ça, quoi. Pour revenir sur un point sur les investisseurs, comme vous disiez, ou les EPST qui en fait licencient, vous avez les entrepreneurs d'un côté qui se sentent complètement impliqués dans leur société, et en général les EPST, les personnes qui licencient, les investisseurs, etc., qui eux se sentent concernés. Et en fait, on peut faire une différence entre les gens qui sont impliqués et concernés, qui sont deux termes différents. Et j'aime bien cette analogie que je trouve assez sympathique, c'est une poule et un cochon qui se retrouvent et qui veulent faire des œufs au bacon. Alors, la poule, elle est uniquement concernée en fait, et le cochon, lui, est carrément impliqué. Moi, après, c'est vrai que ces sujets sont beaucoup plus sensibles du côté, sciences de la vie. Quoique, disons, dans le numérique, la question du fossé se pose, et on voit bien, alors il y a toute une logique, disons, mouvement open source qui pousse à ça. Je crois qu'il ne faut pas avoir, sur ces sujets-là, il ne faut pas avoir une vision simple du monde, c'est-à-dire que les mécaniques, c'est-à-dire l'espèce d'entité qui arriverait à redistribuer toutes les richesses au bon endroit, c'est-à-dire une vision un peu, disons, gospelanienne, pour emprunter un vieux mot de nos sociétés, me paraît un peu difficile. Si je voulais faire un paradoxe, finalement, la bonne façon le mécénat est une bonne chose, et finalement, pour ce qui concerne les maladies en Afrique, la fondation Bill et Melinda Gates, donc en tant qu'utilisateur d'informatique, j'ai râlé pendant un temps infini d'être obligé d'acheter Windows et de payer Windows, que je trouvais un peu trop cher.
En tant que citoyen, je peux me dire, bon, après tout, il a injecté des milliards et des milliards dans une fondation, donc finalement, c'est une façon de retrouver. Donc, c'est une forme de pirouette pour répondre à la question, mais je crois qu'il ne faut pas avoir une vision trop simpliste. Ça veut dire que sur les sujets d'innovation, il faut que les gens puissent les faire, tout simplement. Par définition, là, on parle de réussite, il y a beaucoup d'échecs. Ces échecs ont coûté quelque chose et il faudra bien arriver à faire que les réussites compensent. Sinon, à la fin, il ne se passera plus grand-chose. Donc, voilà. Ouais, pour prolonger ce que disait André, effectivement, nous, on travaille sur un vaccin thérapeutique, sur une nouvelle classe dans le VIH. Bon, bien entendu, en première intention, on doit gagner de l'argent et on va chercher à le vendre dans des pays développés. Et bon, ensuite, on avancera par rapport aux pays en voie de développer, aux personnes qui auraient besoin aussi de ce type de vaccin. Il y a des solutions, il y a la Gates Foundation qui peut prendre en charge les coûts, etc. Donc il y a des systèmes caritatifs qui se mettent en place, mais je pense qu'on série les problèmes les uns après les autres, parce que si on se disait dès le départ on va le développer pour les pays en voie de développement, je pense qu'on irait faire autre chose par rapport à un objectif de profitabilité, de rentabilité. Sur ce sujet, juste fini, un exemple intéressant, c'est avec le téléphone mobile. Je veux dire, de façon paradoxale, alors que dans nos pays, ne pas avoir un smartphone, c'est considéré comme commencer à être déclassé. En fait, les gens qui font des téléphones, de nombreux pays maintenant font des téléphones dits de bas de gamme, et les marchés principaux, c'est l'Inde, c'est l'Afrique. Et de toute façon, même si on raisonne en termes d'innovation, se poser la question comme certains se la posent, qu'est-ce que ça veut dire de faire une voiture que peut s'acheter l'Indien de base? C'est un driver extrêmement fort en termes d'innovation. Parce qu'on ne fera pas la même voiture pour, disons, j'exagère, 1 milliard et des poussières, donc il n'y aura pas 1 milliard de conducteurs, j'espère, mais on sera obligé de repenser ces objets. Et ça, on reste donc dans une logique économique, et finalement, alors, comme on a vu l'exemple avec la Logan, où finalement, on s'aperçoit que des gens qui pensent, dont on avait pensé qu'ils n'achèteraient jamais des voitures, entre guillemets, low cost, ont finalement accepté de l'acheter, parce que tout simplement, la voiture n'est plus l'objet un peu sacré qu'elle avait pu être dans les années 50, 60, disons les 30 glorieuses. Donc maintenant, une voiture, d'ailleurs, moi j'ai même plus de voiture, tellement c'est pas utile, donc ça se loue, ça s'achète plus une voiture, je veux dire, donc voilà. Donc c'est ce qui se passera. Bon, on va s'arrêter là. Je vous propose de continuer le débat autour du cocktail et de remercier les intervenants.